Oui, en effet. La question que vous posez, effectivement, c'est le comportement des Français vis-à-vis de l'insécurité. Ce que l'on voit, en fait, aujourd'hui, déjà, c'est que pensent les Français de l'insécurité. On le sait à peu près. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est l'une des 2-3 priorités les plus importantes pour les Français. De même, lorsque les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion, disent tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont contre ce que l'on appelle l'impuissance publique. Or, l'impuissance publique est véritablement ce qui caractérise les politiques de sécurité depuis des années, puisqu'on a une loi de sécurité tous les 2 ans en moyenne, et pourtant, le nombre de faits de criminalité augmente, que ce soit dans les grandes métropoles, dans les petites villes, les villes moyennes, et même dans la ruralité. Donc ça montre que malgré la superposition de réformes en matière de sécurité, les Français jugent que l'État est impuissant. J'en veux pour preuve aussi un sondage qui disait que lors de l'organisation, une semaine avant les Jeux Olympiques, les Français étaient très inquiets par l'organisation des Jeux Olympiques, et le motif principal qui justifiait cette inquiétude, c'était la sécurité, à 86%. Donc il faut que les pouvoirs publics se prennent en main cette question de l'insécurité. Or, cette question de l'insécurité, elle prospère sur des dynamiques sociales, ça a été rappelé, qui sont beaucoup plus lourdes que ce que l'on peut imaginer, c'est-à-dire que les sociétés occidentales sont marquées par ce qu'on appelle le phénomène d'ultra-violence. C'est un rapport du monde vu par la CIA qui le décrit, c'est-à-dire que toutes les sociétés occidentales voient en leur sein une montée de l'ultra-violence. Ça se caractérise par exemple à Grenoble, mais également à Marseille. Vous parliez tout à l'heure de la criminalité organisée. Marseille est une ville qui est réputée pour sa criminalité organisée depuis les années 1920. Et pourtant, quand on regarde les chiffres liés aux homicides, liés au règlement de compte, on voit qu'il y a eu autant d'homicides entre 1950 et l'an 2000 que sur les 3 dernières années à Marseille. Donc on a une insécurité qui est réellement galopante et qui justement fait que les Français ont de plus en plus peur quand ils sont dans la rue par rapport à cette insécurité, parce que celle-ci devient de plus en plus violente avec justement l'utilisation d'armes à feu. C'est pour cela que l'État doit reprendre le contrôle, et cela passera notamment par pacifier ce que l'on appelle les territoires perdus de la République, qui sont les quartiers aujourd'hui où l'insécurité est la plus forte, notamment les 1515 quartiers prioritaires de la ville, et cela passe, selon nous, on avait fait un rapport dessus, sur un état d'urgence localisé. Comme en 2005, Dominique de Villepin, lorsqu'il y a eu les émeutes de 2005, décrète l'état d'urgence, il faut saisir un maximum d'armes à feu, notamment parce que c'est ce qui aujourd'hui fonde le trafic de drogue, fonde cette rupture territoriale qu'il y a entre certains quartiers et l'État républicain. Merci, restez bien avec nous dans un instant, on reviendra, on continue à... Depuis des années et des années, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il propose un programme en fait, de relance keynésien lorsque le monde aujourd'hui a changé. Les mesures proposées par M. Bocara, ce sont des mesures qui ont été proposées, qui ont été faites en 1976 après la crise des chocs pétroliers par Jacques Chirac. C'est le plan de relance Chirac. Et puis ensuite qui a été complété par le plan de relance de Pierre Mauroy en 1980, qui ont aggravé les dépenses publiques sans relancer la croissance économique. Parce que justement, vous avez on est dans une économie ouverte, et donc effectivement, lorsque les capitaux, que ce soit pour financer l'économie, mais également les ménages français consomment des produits étrangers, notamment des produits qui sont produits en Asie de l'Est, en Chine ou dans les pays industrialisés, type Japon, Corée du Sud, etc. Donc de fait, une relance par la consommation ne ferait que creuser le déficit public sans pour autant résoudre les vrais problèmes. Donc ce qu'il faut, c'est justement aller sur le paradigme complètement inverse, c'est-à-dire qu'il faut effectivement redresser les finances publiques, et c'est ce que rappelle Pierre Moscovici. On est aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros de dette, on a la 3e dette par rapport au PIB au niveau européen. Ensuite, on a aussi une charge de la dette, donc c'est-à-dire le montant que la France rembourse chaque année pour la dette ne fait qu'augmenter, et on va aboutir, si on continue comme ça, à 70 milliards par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale notamment, par exemple. Ce serait le premier budget de l'État, ce qui serait une chose inédite en France. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement une nouvelle feuille de justement austéritaire qui de fait baisse justement les dépenses publiques, notamment sur les dépenses notamment sociales, mais également sur les dépenses publiques de l'administration d'État, voire des collectivités territoriales, pour que justement l'État puisse se redonner des marges de manœuvre et puisse après libérer une politique d'offre, une politique de travail, ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron en 2017. Alors on va évoquer aussi justement à qui donner des gages. Alors j'apporterai un
coexistence exigeante. Oui, j'apporterais peut-être un point sur la cohabitation, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans une période de cohabitation, puisque en période de cohabitation, le président de la République devient de facto le chef de l'opposition, notamment parlementaire à l'Assemblée nationale. Or là, en l'occurrence, par exemple, je prends un exemple, François Mitterrand était le chef de l'opposition en 86 face à la droite menée par Jacques Chirac, qui était le chef de la majorité et donc chef de gouvernement. Jacques Chirac est dans la même situation face à Lionel Jospin, du coup, en 97. Là, le président de la République n'est pas le chef de l'opposition, puisque la majorité, le parti présidentiel, donc l'ex-majorité présidentielle, va de fait participer à la coalition, d'une certaine façon, la coalition embarquée par Michel Barnier. Et donc, nécessairement, on va par contre vers quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tout à fait dans une situation de cohabitation, nous ne sommes pas dans une situation normale, nous sommes finalement un petit peu comme en 1986, le président de la République et Michel Barnier devront inventer une nouvelle pratique du pouvoir parce que la Ve République n'avait pas été pensée pour faire la cohabitation. Et à ce moment-là, François Mitterrand et Jacques Chirac font émerger une nouvelle pratique du pouvoir, une nouvelle pratique d'institution. Emmanuel Macron et Michel Barnier devront faire de la même façon. Et pour cela, il aurait fallu que le président de la République, s'il voulait véritablement faire cette coalition, s'inspire des autres régimes parlementaires européens. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'il a choisi un Premier ministre avant de conclure ce qu'on appelle un contrat de gouvernement ou un accord gouvernemental. Comme lors des Pays-Bas, par exemple, où les Pays-Bas, l'Union des droites était arrivée en majorité à l'Assemblée nationale, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et pour autant, ils ont mis 6 mois à mettre en œuvre un gouvernement parce qu'il faut d'abord constituer un programme de gouvernement, répartir ensuite les postes ministériels, répartir aussi les relations au sein de la coalition parlementaire avant de nommer un Premier ministre. Emmanuel Macron, en nommant un Premier ministre avant de faire tout ce travail-là, effectivement, nous laisse dans l'incertitude. Bastien, est-ce que c'est votre avis déjà ? Est-ce qu'on se rapproche plus d'exercice ? C'est possible, mais en fait, la réalité aujourd'hui pour composer un gouvernement pour Michel Barnier, c'est qu'en fait, le patron de Michel Barnier, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, il dépend de l'Assemblée nationale et des rapports de force qu'il y a. Ce que nous indique finalement la composition de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle ressemble beaucoup à celle de 1956, qui a donné lieu justement à la présidence de Guy Mollet. Or, on avait une coalition de droite qui était arrivée en tête, comme le NFP, mais qui ne pouvait pas gouverner parce qu'elle recueillait une majorité de députés contre elle. Parce que de la même façon, le NFP regroupe une majorité de députés contre lui-même. C'est pour cela que Guy Mollet, socialiste, est resté en poste à Matignon, du coup. Et donc, qu'a fait Guy Mollet dans ces conditions-là ? Parce qu'il était soutenu implicitement, il avait la neutralité du Parti communiste, de la même façon que Michel Barnier bénéficiait a priori de la neutralité du Rassemblement national. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas composé un gouvernement avec des personnalités de droite. Il a composé un gouvernement avec des personnalités de gauche, voire même un peu plus à gauche que lui, pour justement s'assurer de la neutralité du Parti communiste. Donc, si l'on applique ce raisonnement-là à Michel Barnier, il peut y avoir effectivement des débauchages à gauche. Et ce que l'on a vu quand même à la suite de ces consultations, c'est qu'il est très difficile, quand Emmanuel Macron a soumis le nom de Bernard Cazeneuve, il est très difficile d'avoir des noms socialistes ou des noms de gauche qui arrivent à faire décrocher une partie du Parti socialiste pour avoir une voix différente du reste du NFP. Donc, Michel Barnier pourrait être coincé de la même façon, donc de ne pas pouvoir nommer de personnes de gauche, parce que cela ne changerait rien vis-à-vis du NFP qui ne veut que censurer ce gouvernement-là. Et donc le NFP, à force d'être dans la rupture perpétuelle vis-à-vis du Premier ministre, risque d'avoir la droite la plus dure. Et c'est pour cela que le gouvernement devrait justement composer effectivement quelques macronistes. Il ne faut pas non plus que les ministres soient trop affiliés à l'héritage d'Emmanuel Macron, sinon il risquerait une censure du Rassemblement national. Donc des personnalités LR, voire peut-être un peu plus à droite que LR. Vous voyez un Olivier Marleix